Elle pensait que la ville serait la clé de son bonheur, mais elle n'imaginait pas à quel prix. Qu'elle sacrifie sa dignité ou son père, Tamara doit faire un choix impensable. Découvrez ce qui se cache derrière sa descente aux enfers. Il était une fois, dans un petit village appelé Kourou, une petite fille nommée Tamara. Tamara était née dans une famille pauvre de paysans. Son père était un fermier local qui travaillait sur les terres des autres et était payé pour son travail. Sa mère était une commerçante qui vendait des légumes et d'autres produits de première nécessité au marché local de Kourou. Tamara était la 6e de 8 enfants. Malgré la taille de la famille, son père et sa mère réussissaient à envoyer 5 d'entre eux à l'école. Tamara étant l'une des plus jeunes, elle avait le privilège de faire partie des élus. Les 3 autres enfants aînés étaient envoyés dans différentes grandes villes pour apprendre un métier. Tous les soirs, sans faute, son père, M. Kwame, rassemblait tous ses enfants autour de lui après le dîner et leur racontait des histoires sur la ville et les grandes personnes qu'il connaissait, qui étaient devenues riches en allant à l'école puis en partant vivre en ville. « Vous connaissez M. Udoka » commençait-il. « Celui pour qui j'ai travaillé sur sa ferme la semaine dernière. Il a étudié dur à l'école et aujourd'hui, c'est un médecin très riche en ville. Tout le monde veut aller dans son hôpital. » Toutes ces histoires sur l'école et la ville fascinaient Tamara depuis son plus jeune âge. À cause de cette fascination grandissante, Tamara était très sérieuse à l'école. Elle se distinguait toujours comme la meilleure élève lors des examens, au grand étonnement de ses enseignants et même de la direction de l'école. Ses professeurs l'adoraient car elle travaillait très dur, et la petite Tamara n'hésitait pas à se donner à fond car elle avait un seul objectif en tête, obtenir de bonnes notes et aller en ville un jour. Un jour, Tamara rentra de l'école dans son uniforme marron et remarqua une chaussure inhabituelle devant la maison familiale. Elle comprit immédiatement qu'il y avait un visiteur. Mais la qualité des chaussures qu'elle regardait appartenait certainement à une personne riche ou de grande fortune. Elle entra à l'intérieur et se retrouva face à une très belle dame vêtue d'une robe coûteuse. Elle portait un maquillage coloré et une belle perruque sur la tête. Ses ongles étaient de pain et elle portait un petit sac noir avec des broderies dorées sur les bords. La jeune femme sourit à la vue de Tamara et dit « Tamara, ma petite, regarde comme tu as grandi », dit-elle avec beaucoup d'enthousiasme. À ce moment-là, la mère de Tamara, qui était dans la cuisine, entra dans le salon avec un plateau de nourriture qu'elle posa devant la visiteuse. Tamara salua sa mère et la visiteuse. « Tamara » commença sa mère. « Voici tante Bose. Elle est la sœur cadette de ton père. » Le visage de Tamara s'illumina d'excitation en apprenant que cette femme si élégante était de sa famille. « Elle vient de la ville pour saluer ton père », ajouta sa mère. Les oreilles de Tamara s'écarquillèrent en entendant le mot « ville ». Instantanément, Tamara fut attirée par tante Bose. Avec son innocence d'enfant, elle demanda à Bose « Tante, est-ce que tu m'emmèneras aussi en ville ?» Tout le monde éclata de rire, et tante Bose, comme toute tante l'aurait fait, fit une promesse à Tamara « Si tu as de bonnes notes à l'école et un excellent certificat, je viendrai te chercher pour t'emmener en ville, » dit-elle en souriant. Les adultes riaient de son innocence, mais au fond de Tamara, un feu venait de s'allumer. C'était sa lumière au bout du tunnel, si elle voulait un jour aller en ville. Quelques heures plus tard, tante Bose repartit pour la ville. Elle avait apporté de nombreux cadeaux pour la famille, et les parents de Tamara étaient ravis et prièrent sincèrement pour elle à son départ. Depuis sa rencontre avec tante Bose, Tamara devint encore plus sérieuse à l'école. Elle passait très peu de temps à jouer et était toujours plongée dans ses livres. Elle n'était jamais en retard en classe et finissait toujours première de la classe. Tante Bose prit également un intérêt particulier pour Tamara et commença à payer ses frais de scolarité pour soulager ses parents. De temps à autre, elle revenait au village leur rendre visite avec beaucoup de cadeaux. Lorsque Tamara eut 18 ans et était en dernière année de lycée, elle obtint les meilleurs résultats de sa classe. L'école, ses professeurs et ses parents étaient très fiers d'elle, mais sa propre excitation était sans limite. Tamara n'attendait qu'une chose: partager la bonne nouvelle avec tante Bose. « Enfin, je vais aller en ville », pensait-elle sans cesse en elle-même. Lorsque tante Bose apprit la nouvelle,
elle était très excitée et heureuse. Elle envoya des cadeaux à Tamara pour la féliciter de ses réalisations. Un mois après sa remise de diplôme, Tante Bose revint au village pour emmener Tamara en ville, comme elle l'avait promis des années auparavant. Son départ du village fut un mélange d'émotions. Elle partait avec la peur de ne plus revoir ses parents, mais elle était excitée à l'idée de commencer une nouvelle vie ailleurs, loin de Curieux, où elle avait grandi. Lorsque le bus de transport entra dans la célèbre ville du Taka, Tamara ne pouvait s'empêcher de regarder avec émerveillement les grands bâtiments, les centres d'événements, les voitures luxueuses, etc. Tante Bose vivait dans un grand appartement de 2 chambres. Elle avait pratiquement toutes les commodités dont une femme pouvait rêver. Elle était en effet riche et élégante. Il ne fallut pas longtemps à Tamara pour s'habituer à la vie en ville. Bien qu'elle vienne du village, elle était très intelligente et avait acquis des connaissances sur ce qu'était la vie en ville grâce à l'école. Son devoir principal était de nettoyer la maison et d'effectuer d'autres tâches ménagères, qu'elle accomplissait efficacement. Elle était excitée d'être arrivée à l'endroit de ses rêves et fantasmes chaque nuit sur la manière dont elle retournerait au village, riche, et dépenserait de l'argent pour ses parents. Cependant, au bout de 3 mois de vie avec Bose, Tamara commença à s'inquiéter. Bose n'avait encore rien dit au sujet de son éducation ni de ses projets pour elle depuis son arrivée en ville. Elle s'inquiétait car elle avait l'impression d'être utilisée comme domestique au lieu d'accomplir la véritable raison pour laquelle elle était venue en ville. Pourtant, il y avait quelque chose chez Tante Bose qui la troublait profondément. Elle n'avait jamais entendu Bose parler de son travail, de son bureau ou de ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. Pire encore, Bose quittait la maison tard dans la nuit et revenait très tôt le matin. Malgré cela, elle ne manquait jamais d'argent, semblant toujours avoir une réserve abondante. Un soir, fatidique, au 5e mois de son séjour avec Bose, Tante Bose appela Tamara au salon pour une discussion privée. Elle avait une expression très sérieuse et était assise sur le canapé. Lorsque Tamara s'assit, Tante Bose et commença « Je sais que tu te demandes probablement comment je gagne l'argent qui nous permet de vivre dans cette maison », dit-elle, son regard devenant plus intense en fixant Tamara. Tamara hocha la tête. « Eh bien, je vais aller droit au but. Au lieu de te donner du poisson, comme je l'ai fait pendant ces 5 derniers mois, je vais t'apprendre à pêcher dans cette ville, » déclara-t-elle. Les yeux de Tamara s'agrandirent d'excitation. Elle attendait cela depuis qu'elle avait mis les pieds à Utaka. En fait, elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle se pencha en avant, excitée et sérieuse, car elle voulait prêter une attention particulière à tout ce que Bose allait dire. Juste à ce moment-là, Tante Bose se leva, ferma les fenêtres et les rideaux, puis reprit sa place, toujours aussi sérieuse. « Tamara, » commença Tante Bose, « je suis dans le business du hookup », déclara-t-elle brusquement. Tamara était confuse. Elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de business. Par curiosité et par naïveté, elle demanda « Tante, c'est quoi le hookup et comment ça marche ?» Un léger sourire apparut sur les lèvres de Bose. Tamara était innocente, mais elle allait devoir sacrifier cette innocence si elle voulait s'en sortir dans cette ville. Disons simplement que c'est un business où des hommes te paient pour les satisfaire sexuellement et ils te donnent des sommes d'argent considérables pour tes services, ajouta Bose sans détour. Les yeux de Tamara s'agrandirent de stupeur et elle se couvrit la bouche avec ses mains. « Oh, mon Dieu! Tu veux dire la prostitution ?» ajouta-t-elle, choquée. « Pas de la prostitution », rétorqua immédiatement Bose, presque en colère. « Les prostituées doivent rester sur le bord de la route à attendre des hommes. Dans le hookup, ce sont eux qui te contactent pour tes services. Si tu es bonne, ils te recommandent à leurs amis plus riches. C'est comme tout autre travail basé sur des services. » Tamara n'en croyait pas ses oreilles. Elle était choquée jusqu'au plus profond d'elle-même. « Est-ce vraiment pour ça que je suis venue en ville ?» murmura-t-elle intérieurement. Bose interrompit ses pensées. « Tu aimes les conditions de vie de tes parents ? Tous les jours, ton père travaille de ferme en ferme, ta mère est sous un soleil de plomb à vendre ses produits et tes frères et sœurs luttent pour s'en sortir à l'école. Maintenant, cette opportunité dorée est devant toi. C'est ton choix, Tamara. »
Je te laisserai réfléchir et me donner ta réponse demain matin, dit-elle avant de quitter une Tamara complètement stupéfaite dans le salon. Cette nuit-là, Tamara ne parvint pas à fermer l'œil. Elle était accablée émotionnellement par le poids de la révélation que sa tante venait de lui faire. Même si le style de vie de Bose en était une évidence, Tamara ne se voyait pas vendre son corps, peu importe le prix. Depuis ce jour, l'attitude de Bose envers Tamara changea. Elle devint plus agressive pour la moindre erreur, privait Tamara de nourriture et cessa toute aide financière qu'elle offrait à sa famille. Tamara ne fut pas surprise, elle s'y attendait après avoir refusé l'offre proposée par Bose quelques jours auparavant. Selon Bose, Tamara avait refusé d'aider, apprendre à pêcher et serait donc traitée comme une paresseuse. Un jour, une nouvelle parvint à Tamara. Son père était gravement malade. Il avait été mordu par un serpent venimeux en travaillant sur une ferme. Il fut conduit à l'hôpital local, mais, selon les règles de l'hôpital, aucun soin ne lui serait donné sans un acompte. Il avait besoin de soins urgents, sinon il mourrait dans quelques heures. Ils avaient essayé de joindre Bose, mais son téléphone était éteint. Ils contactèrent donc Tamara avec le petit téléphone portable qu'il lui avait acheté avant son départ pour la ville. Tamara était sous le choc, ne sachant que faire. Elle essaya d'appeler sa tante, mais son téléphone restait éteint. Alors que la panique la submergeait et que des larmes chaudes coulaient sur son visage, à l'idée de perdre son père, Bose rentra. Tamara, encore tremblante et paniquée, lui raconta tout. Bose fut également surprise et confirma la situation en passant un coup de téléphone. Après avoir accroché, elle regarda Tamara d'un air connaisseur et dit « Tu veux aider ta famille maintenant ?» Tamara hocha affirmativement la tête. À ce moment, elle était prête à tout pour sauver son père. Bose sourit et prit son téléphone. En moins d'1 minute, elle était en ligne avec un homme. Quelques minutes plus tard, elle dit à Tamara « Tu as de la chance, cette allergie a besoin de compagnie maintenant. Va te préparer rapidement pour que nous ne perdions pas mon frère. » C'est ainsi que Tamara fut introduite dans le business du hook-up. Bose lui prêta des vêtements et lui appliqua un léger maquillage. La transformation de Tamara fut impressionnante. Après cette métamorphose, Bose l'emmena à la station de bus. Il faisait déjà nuit quand une Mercedes SUV noire se gara devant elle. La vitre arrière se baissa et un homme d'un certain âge les regarda à travers la fenêtre. Bose échangea quelques mots avec lui et le présenta à Tamara, dont l'esprit était encore accablé par la situation de son père. L'allergie parut satisfaite et invita Tamara à monter dans le véhicule. Il la ramena chez lui, passa la nuit avec elle et lui donna une somme d'argent considérable, $2 500. Tamara fut stupéfaite. Jamais elle n'avait vu ni tenu une telle somme d'argent de toute sa vie. Le lendemain matin, Allergie la déposa à la même station de bus où il l'avait prise la veille, et Bose vint la récupérer. Sans hésiter, Tamara demanda des nouvelles de son père, et Bose répondit « Ne t'inquiète pas, quelqu'un s'en est occupé hier soir. » Tamara fut à la fois choquée et soulagée. Elle appela ses parents et fut soulagée d'apprendre que son père se rétablissait rapidement. La vérité était qu'après le départ de Tamara, Bose avait réglé les frais médicaux. Elle était déjà fatiguée de prendre soin de Tamara et estimait qu'elle était assez grande pour apprendre à pêcher. Toute la journée, Tamara ne put s'empêcher de repenser à l'argent qu'elle avait reçu en échange d'une seule nuit. « Ce business est vraiment lucratif », pensa-t-elle. Mais une question continuait de la hanter. Pourquoi un homme serait-il prêt à se séparer d'une somme aussi importante juste pour passer une nuit avec une femme? Elle n'y avait pas vraiment réfléchi. Bose, qui avait reçu un pourcentage de l'argent pour ce qu'elle appelait des frais de recommandation, commença à enseigner à Tamara les ficelles du métier et à lui recommander davantage de clients et d'hommes avides. Du jour au lendemain, la pauvre et timide Tamara devint riche. D'un coup de téléphone à l'autre, d'un lit à l'autre, son mode de vie s'était considérablement amélioré. Chaque semaine, elle envoyait à ses parents une grosse allocation, leur offrait des cadeaux et des vivres. Les parents de Tamara étaient très fiers d'elle, même s'ils ne lui avaient jamais demandé comment elle gagnait son argent. Ils pensaient mais que la vie en ville était aussi facile que de ramasser de l'argent dans la rue,
et il n'était donc pas surprenant que leur propre fille réussisse comme tant d'autres avant elle. Rapidement, Tamara devint une slave queen de haut niveau, et seules les élites et les politiciens pouvaient se permettre ses services, ce qui se traduisit par encore plus d'argent, car elle augmenta ses tarifs pour ses clients de haut rang. Moins de 15 mois après son arrivée en ville, Tamara avait acheté une maison valant plusieurs millions de Nera. Quelques semaines plus tard, elle lança un vaste projet de construction dans son village pour ses parents. Leur succès soudain était le sujet de conversation dans tout le village de Kourou. Tamara était même plus recherchée que Bose, qui l'avait introduite dans le métier, mais cela ne suscita ni rancune ni jalousie, car les deux continuaient à recevoir des commissions après chaque client de Tamara. C'était une situation gagne-gagnant pour elles deux. Pendant toutes ces années dans le métier, Tamara avait appris une leçon essentielle de Bose: ne jamais tomber amoureuse pendant le travail et ne jamais tomber enceinte. Il était facile de comprendre pourquoi. Tomber enceinte signifierait au moins quelques mois, voire des années, d'interruption de travail, et tomber amoureuse l'obligerait à arrêter son activité ou à offrir ses services gratuitement. Tamara suivit cette règle aveuglément. Elle était devenue tellement obsédée par l'argent qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'avoir un homme dans sa vie. Un jour, alors que Tamara et Bose dînaient dans le salon, un appel arriva. C'était Kyle, un client qui, en plus de ses services, voulait avoir une relation avec elle et éventuellement l'épouser, une offre que Tamara avait refusée à maintes reprises. Malgré ses nombreux refus, Kyle continuait à solliciter ses services et ce jour-là ne faisait pas exception. Après l'appel et les négociations, Tamara se rendit chez son client. Après leur rapport, elle fut payée et repartit. Cependant, ce que Tamara ignorait, c'est que Kyle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter une grossesse. Tamara quitta sa maison, fascinée par l'alerte de 8 000 $ qu'elle venait de recevoir sur son téléphone, et elle se mit à rêver à sa prochaine virée shopping pour le week-end à venir. Mais après quelques semaines, Tamara commença à remarquer des changements dans son corps. Elle vomissait souvent, se sentait constamment étourdie et fatiguée, et son appétit avait augmenté. Elle ignora les signes et pensa que c'était juste le paludisme. Elle prit des médicaments pour le paludisme, mais les symptômes persistaient. Bose devint alors suspicieuse et conseilla à Tamara de faire un test de grossesse, car cela faisait un peu plus de 2 mois et elle montrait encore des symptômes malgré les médicaments. Tamara prit cela à la légère en plaisantant sur le fait qu'elle était trop prudente et professionnelle pour faire une erreur aussi stupide. Mais lorsque les symptômes persistaient après quelques jours, elle se rendit finalement à la clinique pour faire un test. « Oh Dieu, s'il te plaît, que ce soit négatif !» murmura-t-elle intérieurement en attendant patiemment que les techniciens de laboratoire terminent leur test. Peu après, une jeune infirmière entra dans la pièce et lui fit signe de venir dans le bureau du médecin. En s'asseyant, curieuse, elle fixa le docteur qui lui sourit avant de lui tendre la main et de dire « Félicitations, madame, vous êtes enceinte de 2 mois. » Tamara fut choquée et tenta de forcer un sourire. « Comment ? Je vois encore mes règles. Comment est-ce possible ? » demanda-t-elle. Le docteur lui expliqua « Oui, madame, c'est possible. Vous avez un caractère d'irritation cervicale, ce qui signifie que le saignement n'est pas dû à vos menstruations, mais aux rapports sexuels pendant la grossesse. Pendant cette période, votre col de l'utérus devient plus sensible que d'habitude, ce qui provoque ces saignements. » Tamara était stupéfaite. Elle s'enquit d'un avortement, mais le médecin lui dit que la grossesse avait dépassé ce stade et qu'elle risquerait sa vie si elle essayait quoi que ce soit à ce stade. Tamara se sentit submergée, se reprochant sa négligence. Pire encore, elle ignorait qui était le père de l'enfant. Elle avait eu des dizaines de clients au cours des 3 dernières semaines, ce qui rendait difficile de savoir qui était le père de cette grossesse de quelques mois. Quand Bose apprit la nouvelle, elle fut perplexe, mais contrairement à Tamara, elle avait une autre perspective. « Je pense que tu devrais le garder », dit Bose, essayant de réconforter Tamara. « Pourquoi ? » ?»« Cette grossesse met automatiquement un arrêt à mes activités pour au moins 9 mois, » répondit Tamara. Bose ajouta « Un jour, tu arrêteras de toute façon, et cet enfant pourrait devenir ta source de joie, voire ton aide quand tu seras âgée. En plus, tu as de quoi t'occuper de lui ou d'elle.
Mais Tamara détestait cette idée. Toute la raison pour laquelle elle n'était pas tombée amoureuse était de profiter de sa liberté, et ne pas tomber enceinte visait aussi à ne pas être enchaînée aux besoins d'un enfant. Elle voulait juste profiter de sa liberté et de son argent. Tamara décida de donner naissance à l'enfant, mais se promit de ne pas le garder. Elle dut arrêter son activité et détestait les changements que subissait son corps. Toutes ces années à entretenir et à construire la silhouette parfaite étaient en train de disparaître en quelques semaines, et cela la remplissait de haine pour son enfant à naître. Elle haïssait aussi ses envies de grossesse, voulant tour à tour manger de la tête de chèvre, de la queue de poisson, ou même les parties brûlées du fond de la marmite. Elle n'était pas heureuse, et les sautes d'humeur de la grossesse n'arrangeaient rien. Mais surtout, elle détestait le fait de ne pas savoir qui était le père. Après 9 mois, Tamara accoucha d'une magnifique petite fille. Le bébé était si beau que même les autres femmes enceintes la félicitaient. Mais Tamara était heureuse pour une autre raison. Elle était enfin libre. Ces 9 mois sans pouvoir travailler et en mode fantôme avaient été un véritable enfer pour elle. Elle passait ses journées à compter combien elle aurait pu gagner si elle avait pu travailler. Le lien maternel naturel était absent chez Tamara, et elle ne pensait qu'à une chose, quitter l'hôpital et informer ses clients qu'elle était de retour en affaires. Boz l'avait accompagnée tout au long du processus, jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Une fois chez elle, Tamara ne cessait de se demander que faire maintenant. Elle ne voulait pas devenir mère, elle n'était pas prête, surtout après avoir entendu tant d'histoires sur les seins qui tombent, à cause de l'allaitement, un atout primordial dans son métier. Cette nuit-là, après avoir allaité son bébé, Tamara l'enveloppa dans ses habits de bébé, le plaça dans un petit panier, ajouta un peu d'argent, quelques accessoires pour bébé et tout ce qu'elle jugeait nécessaire. Elle s'éclipsa en pleine nuit et conduisit jusqu'à un orphelinat en ville. Il faisait sombre. En se tenant près du portail de la fondation, elle regarda le bébé dans le panier et murmura « Je suis désolée, mais ces gens seront de meilleures mères que moi. Je te souhaite bonne chance. » Elle déposa le bébé près du portail, frappa lourdement dessus, puis rentra dans sa voiture et s'en alla. Tamara se sentit soulagée de retrouver enfin sa vie. Le lendemain, Boz lui demanda des nouvelles du bébé et Tamara lui raconta clairement ce qu'elle avait fait. Boz était choqué et déçu. « Tamara, malgré tous mes conseils, tu as quand même fait ce que tu avais en tête, » dit-elle, dépitée. « De toute façon, j'espère que tu ne regretteras pas, » ajouta-t-elle. « Ne t'inquiète pas, je ne regretterai pas, » répondit Tamara, tout sourire. Tamara passa les mois suivants à essayer de retrouver sa silhouette et se relança dans le business avec force une fois en forme. Elle redevint rapidement une sensation. Il s'avéra que la plupart de ses clients avaient manqué sa compagnie pendant des mois et étaient ravis de la revoir, sans jamais savoir pourquoi elle avait disparu. Tamara rayonnait, passant d'un appel à l'autre, d'un lit à l'autre, gagnant plus d'argent que jamais. Elle était devenue la reine des femmes de compagnie de luxe. Cependant, quelque chose arriva à Boz qui changea sa vie. Elle eut une expérience de mort imminente avec un client qui s'avéra être un ritualiste. Et grâce à l'intervention de Dieu, elle fut sauvée. Abonnez-vous pour avoir la partie 2 de cette histoire. Et vous, quel est le plus grand sacrifice que vous serez prêt à faire pour votre famille? Dites-le nous en commentaire.